Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de cette agora au cœur du Festival du Livre de Paris pour un thème qui va nous parler à tous. Il est écrit un peu partout. Voilà, je vous le rappelle si vous l'avez momentanément oublié, le roman au secours de la mémoire avec 3 merveilleux livres et 3 merveilleux auteurs. Bonjour et bienvenue à tous les 3. Nous accueillons, alors voilà, je ne vais pas être galante, mais je vais faire la galanterie à l'envers. Étienne de Montetis, bonsoir. Bonjour. Alors bonsoir, c'est des formations professionnelles, pardon. Bonjour monsieur, vous signez La douceur aux éditions Stock et on fera un pitch, cet horrible anglicisme, dans quelques minutes. Félicité Herzog, bonjour madame et bienvenue. Vous signez une brève libération chez Stock également. Et Gaëlle Nohan, bonjour madame, et bienvenue sur le plateau de l'Agora. Et vous signez le bureau d'éclaircissement des destins chez Grasset. Et le point commun, merci au festival, c'est effectivement la mémoire dans chacun de vos ouvrages. Pour monsieur de Montetis, c'est la mémoire personnelle qui se double avec une mémoire historique. Pour féliciter Herzog aussi, et pour votre Irène, c'est aussi la même chose, même si elle pense s'attaquer à la grande histoire et que finalement elle va retrouver la sienne. Une question peut-être assez large pour commencer, et répond qui veut. Est-ce que vous aviez, la réponse est peut-être dans la question, consciemment chacun, en entamant ces récits, l'objectif de servir la mémoire avec un grand M et l'histoire, ou pas du tout? Et voilà, c'est un échec. C'est juste qu'on doit avoir la même réponse. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'avais oui. Enfin, en tout cas, très très rapidement, je me suis dit qu'il y avait, il fallait que ce livre soit aussi un outil de transmission, parce que le sujet l'imposait en quelque sorte. Et même si ce qui m'a fait écrire ce livre, ça n'est pas ça. Au départ, c'était mon intérêt pour ce centre d'archives international dont les archivistes sont un peu des détectives des traces. Ça, c'était mon point de départ, mais forcément, les thématiques du livre m'amènent là, puisque j'écris un roman et que je vis à une époque où les témoins directs de ces histoires-là sont en train de disparaître. Et que je pense que le roman est un outil de transmission comme un autre, à condition de ne pas le faire n'importe comment. Voilà. Je rejoins Gaëlle. C'était un impératif absolument vital parce que les témoins disparaissent. En l'espèce, ce roman décrit une histoire d'amour d'une femme qui a aujourd'hui 97 ans. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu l'écrire aujourd'hui plutôt qu'il y a 10, 15 ans ou 20 ans. En tout cas, c'était clairement une urgence. J'allais dire, c'est une urgence. Vous donnez avec délicatesse cet âge, mais on peut se dire quand les gens vont disparaître, peut-être plus proches, on a envie de coucher leur histoire. Étienne de Montetis. Alors, je vais peut-être me décaler un peu par rapport à mes 2 camarades de plateau, parce que pour moi, le roman, c'est vraiment le lieu de la liberté, et que donc, un roman ne peut pas être forcément dans l'intention d'être au service d'eux. Et c'est au résultat qu'il peut, du côté des lecteurs, à mon avis, s'avérer quelque chose au service de la mémoire. La mémoire, c'est le lieu qui est en lien avec l'histoire et avec la vérité, alors que le roman, c'est véritablement celui de la liberté. Et quand j'ai commencé mon histoire, j'avais une double approche qui m'avait été inspirée par quelqu'un de vivant, qui est mort justement, un témoin mort il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. C'était à la fois l'horreur de la déportation et la reconstruction par l'amour et la passion, et la promotion de la rose. Et la douceur. Et que j'ai finalement appelé la douceur parce que ça s'accompagnait aussi de l'amour, de retrouvailles avec l'humanité. Et je voulais que ça soit de la douceur. Et donc, pour moi, c'était la liberté. Je ne savais pas du tout, d'ailleurs, où j'allais aller, à part tenir
ce double jeu de l'horreur, en quelque sorte, dépassée par la douceur. Mais je reconnais que je me suis fait largement rattraper par l'histoire. Ça, c'était pas intentionnel, parce qu'évidemment, quand on est face au récit qu'on doit entreprendre, un récit à la fois fictif, évidemment, mais qui doit être enraciné dans une histoire vraie, de reconstituer, comme je l'ai fait, une vie à Ravensbrück et un journal de la déportation à Ravensbrück, automatiquement, l'histoire, le souci de la vérité la plus scrupuleuse, le respect de la mémoire, tout ça s'est imposé. Mais comme idée initiale, je pense que j'aurais été bloqué, je serais plutôt parti sur quelque chose qui n'aurait pas été un roman. Alors, quoi de mieux pour répondre à cette question et comprendre de quoi on parle, qu'à la fois s'évader et se plonger dans les livres de nos auteurs. On va commencer, si vous le voulez bien, on va rentrer dans ce bureau d'éclaircissement des destins, qui va peut-être nous permettre d'éclairer le début de cette discussion. Avec vous, Raphaël Sodinos, comédienne et metteuse en scène. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Chaque matin, elle vient par les bois. À mesure qu'elle traverse l'opacité des arbres et la nuit, Irène sent que la forêt dépose en elle quelque chose d'ancien qui se recrée sans cesse, une poussière de fantômes et d'humus. Elle roule dans le rayon jaune des phares et peu à peu glisse des ténèbres vers la lumière. Dans la petite ville, les volets fraîchement repeints s'ouvrent sans grincer. Les cheminées fument dans le matin brumeux. Rien ne dépasse, n'échappe à la vigilance des voisins. Irène aperçoit le boucher qui lève son rideau de fer. Quand elle lui adresse un signe amical, il fronce les sourcils, le regard troublé par un fond de méfiance. Il y a plus de 25 ans qu'elle s'est installée ici. Mais les habitants de Bad Arolsen la voient toujours comme une étrangère. Cette Française qui les juge par en dessous et vient remuer avec d'autres qui lui ressemblent de vieilles histoires qu'il serait temps de laisser dormir. Elle freine sec pour laisser passer un cycliste avant de s'engager dans la longue allée boisée qui serpente entre les arbres. Au fond du parc, les bâtiments modernes abritent des dizaines de kilomètres d'archives et de classeurs que l'on pourrait longer des heures sans entendre les cris, les silences qu'ils referment. Il faut avoir l'oreille fine et la main patiente, savoir ce que l'on cherche et être prêt à trouver ce que l'on ne cherchait pas. Irène est toujours émue de découvrir la plaque discrète. La première fois qu'elle avait gravi ces marches, elle avait déchiffré les mots « International Tracing Service » sans savoir ce qu'ils signifiaient. Elle n'était qu'une gamine expatriée par indépendance et qui était restée par amour, suivant son fiancé dans une région cernée de forêts où elle devait déployer beaucoup de bonne volonté pour être acceptée, sans jamais y parvenir vraiment. Ce lieu était devenu au bout du compte ce qui se rapprochait le plus d'un chez elle. Même après que l'amour l'avait désertée, quand elle s'était retirée en lisière de ville avec un enfant partagé entre deux maisons, elle n'avait pas imaginé repartir. Parce que chaque fois qu'elle gravit ces marches, elle se sent à sa place, chargée d'une mission qui la dépasse et la justifie. Le premier jour, c'est l'odeur qui l'a saisie, ce mélange de moisis, de vieux papiers, d'encre de photocopieuse et de café froid. Elle a respiré, avant d'en avoir conscience, le mystère enclos dans ses murs, ces tiroirs innombrables, ces dossiers hâtivement refermés à son passage. Aujourd'hui, un concert de « Allô Irène » et de sourires l'escorte à travers le grand hall d'entrée et jusque dans les étages. Elle appartient à ce lieu, une ruche dont les abeilles viennent d'un peu partout. Leurs prénoms composent une mosaïque changeante, Michaela, Henning,
Margit, Arié, Kathleen, Kazimierz, Dorota, Constanze, Igor, Renzo, François, Diane, Gunther, Elzéar, Christian. Chacun dépose au vestiaire ce qu'il vit et souffre au dehors. Il faut se vider de tout ce qui encombre, se rendre réceptif. Merci beaucoup, Raphaël. Et j'imagine l'émotion pour les auteurs d'entendre les mots comme ça prendre vie. Alors, ça doit être la déviance de la journaliste audiovisuelle, mais moi, je vois la première scène du film, à bon entendeur. Gaëlle, je ne vais pas faire de la flatterie, je vais essayer de pas être flatteuse, mais je trouve que dans ce thème de la mémoire, c'est comme si vous aviez touché le cœur nucléaire du travail, le cœur de la mémoire. Vous allez dans votre héroïne va dans un centre d'archives, essayer de gratter, de trouver les traces du passé oublié et de le faire revivre. Quand vous avez découvert ce centre d'archives d'Artsolun qui existe, vous vous êtes dit, mais quelle pépite, à la fois historique mais aussi romanesque. Absolument. Je me suis déjà dit comment ça se fait, comment je n'ai jamais entendu parler de ce centre d'archives alors que je m'intéresse à la guerre et à la déportation depuis que j'ai 12 ans. Je ne sais pas comment c'est... Enfin, voilà, c'était déjà cette question-là, alors que c'est le plus grand centre d'archives sur la persécution nazie. Et ensuite, c'est vrai que ces gens qui mènent des enquêtes patientes pour restituer les dernières traces ou les dernières informations sur des gens qui ont été déportés, qui ont disparu, qui ont causé un trou dans l'arbre généalogique et dans la famille en partant. Je trouve ça magnifique. C'est vrai que le fait que ça soit en Allemagne, c'est aussi en soi une réparation symbolique. Et l'Allemagne, d'ailleurs, entretient ses archives depuis l'après-guerre. C'était un matériau romanesque très précieux, très stimulant, mais je savais aussi que c'était très difficile à manier parce que je pense qu'à peu près tous les sujets que j'aborde dans ce livre sont délicats. Donc il fallait sans cesse... Et puis vous touchez à des vrais, même si c'est devenu des personnages, vous touchez à des vrais destins. Et vous dites qu'il faut du respect aussi pour ça. Voilà, moi j'ai traité chaque personnage de ce roman, et il y en a beaucoup, comme s'il était un vrai personnage. J'ai cette relation à chacun, j'ai l'impression qu'ils sont tous vrais maintenant. Et ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Et j'avais l'impression que je voulais avoir le plus grand respect envers chacun de ces personnages et la plus grande délicatesse aussi, d'y aller vraiment avec soin, quoi, pour chacun, quel qu'il soit. Je pense que j'ai un personnage qui est une ancienne gardienne de Ravensbrück, par exemple. Je trouve qu'elle méritait autant d'attention et de délicatesse que d'autres personnages qui sont des victimes. Parce que moi, je ne veux pas arriver avec mes gros sabots dans cette histoire. Je pense que j'étais à la recherche aussi de la vérité dans la fiction. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, Gaëlle, entre guillemets, dans le bureau d'éclaircissement des destins, entre dans la mémoire, puisque c'est le thème de notre discussion aujourd'hui, j'allais dire par une porte un peu officielle, qui est ce centre des archives. Étienne et Félicité, vous y entrez différemment. Étienne, vous y entrez par presque un travail journalistique, puisque ce sont deux journalistes qui vont interroger cette femme, cette May, qui est rescapée. Et Félicité, vous y entrez par l'histoire personnelle. Est-ce que vous aviez conscience, je ne sais pas si vous avez lu le livre des uns et des autres, d'avoir chacun une entrée différente dans la mémoire et dans l'histoire par vos récits respectifs? Moi, ce qui m'a frappé, j'ai lu évidemment vos livres avec vraiment passion. J'ai été complètement absorbée. Je ne les ai pas lus au même moment, mais ce qui est très frappant dans ces deux livres, c'est qu'ils nouent une relation entre des personnages qui sont contemporains, donc qui vivent là comme nous, et puis qui ont leur vie de journalistes ou alors d'investigatrices.
et avec leur propre vie personnelle et le lien qui se tisse avec la mémoire ce chaos monstrueux qu'a représenté la Shoah. Finalement, on est plus proche, on arrive à mieux comprendre parce que précisément la vie personnelle de vos personnages sont des médiateurs. Et donc on arrive à comprendre et à toucher beaucoup plus près et de manière très, très émouvante ce qui s'est passé dans ces camps. Oui, on a tous dit, je crois l'écrivain recherchait quelque chose. Et c'est vrai que cette recherche peut emprunter énormément de biais. Moi, ça m'a intéressé de voir que Gaël prenait le biais d'un centre officiel, que Félicité, c'était l'exploration de la mémoire familiale. Parce que tout au long de mon livre, je me suis interrogé sur la manière, effectivement, dont des personnages d'aujourd'hui pouvaient aller à la recherche de cette histoire et que ça pouvait emprunter énormément de biais. Comme journaliste, évidemment, moi, c'était beaucoup l'interview, la rencontre avec un témoin, mais aussi la rencontre avec un journal personnel que mon personnage découvre, ou alors des lettres, ce qui permet d'ailleurs de manière romanesque de varier un peu la manière pour le personnage principal de découvrir l'histoire, parce que sinon c'est simplement un aller-retour entre deux personnages. Mais c'est évidemment très intéressant de voir comment, sur des thèmes très voisins, 3 livres à la fois parlent de la même chose, mais grâce à l'immensité des possibilités romanesques, chacun est très varié et très vivant finalement. Mais grâce à votre talent, hein, quand même, faut pas l'oublier. C'est gentil de le dire. Gaël. Moi, je voulais juste dire une petite chose sur les livres, sur vos livres que j'ai beaucoup aimé tous les deux. Et je trouvais, ce qui m'a touchée dans votre livre, Étienne, c'était justement comment le chemin que vous faites vers cette rescapée résonne avec les préoccupations du héros dans le présent, y compris avec sa vie intime, y compris avec les questions presque existentielles qu'il se pose. Ça, je trouve ça très réussi et très touchant. Et Félicité, je me disais que il y avait vraiment des échos entre nos livres aussi, parce que finalement, sauf que vous, le vôtre, c'est une descendante, en quelque sorte. Moi, mon personnage va vers des descendants, va les rencontrer et fait le médiateur, comme vous dites. Vous, c'est une descendante qui fait l'inventaire, enfin, il me semble, de son histoire familiale, et qui le fait à la fois avec il y a une forme d'intégrité dans votre livre qui m'a beaucoup touchée. Il y a quelque chose de très beau parce que vous allez exhumer, faire vivre une histoire d'amour qui était plus que compromise, plus que presque tellement inattendue qu'elle aurait peut-être jamais pu exister, ou voilà, et qu'elle existe, qu'elle est assez miraculeuse. Et en même temps, il y a parfois l'inventaire au vitriol de certaines parties de votre héritage. Mais en tout cas, il y a tout, en fait. Il y a la douceur, il y a une partie de cet héritage avec lequel qui est sans doute plus dur à endosser. Il y a du courage aussi dans votre livre, voilà. Alors, Félicité, vous allez évidemment réagir, mais Gaëlle a fait mon travail. Du coup, on va à nouveau faire travailler. Je voulais donner la parole à Olivier, mais c'est Raphaël qu'on va faire travailler, parce qu'on va plonger dans cette brève libération qui, effectivement, est dans ses premières pages, qui est effectivement une plongée dans une partie que nos mémoires collectives ont tendance aussi à oublier quand Paris, entre la libération et aussi l'occupation. Je vous laisse la parole, Raphaël. Depuis le début de la guerre, Mai avait son jour. Comme d'autres grandes dames de Paris, elle accueillait dans le salon du 36 cours Albert Ier une foule de relations et d'obligés qui y trouvaient, en période d'âpre rationnement, pâtés, légumes, champignons et volailles en tout genre, transportés par son chauffeur de la campagne aux cuisines, mais aussi chauffage assuré et conversation informée.
il n'était pas question de déchoir. Elle se tenait ainsi, une main baguée sur sa hanche frêle, un léger mouvement de balancier, au centre d'une société si impudique par ses indiscrétions et par ses mots d'esprit, qu'elle faisait doublement la publicité de ce qui devait rester confidentiel. Ces après-midi voyaient virevolter hommes politiques, représentants de la commandanture, écrivains, actrices et femmes du monde vêtues de Chanel ou de Schiaparelli, comme elle. Les portes du salon, aux poignées octogonales, s'ouvraient sur des pièces aux tentures bleu nuit, plongées le soir dans une semi-pénombre par des bougeoirs et illuminées à brusques intervalles par les feux des dernières péniches. La ville et la Seine semblaient lointaines. Pourtant, la rue n'était qu'à quelques mètres en contrebas. On accédait à cet hôtel particulier par un grand porche jouxtant celui de l'hôtel voisin du 34, plus impressionnant encore, par lequel s'engouffraient autrefois les voitures à cheval. Les parents de Mai y vivaient. Ils avaient offert à leur fille et à son mari, Pierre de Brissac, l'écrin du 36 en cadeau de mariage, après que Paul-Ernest Sanson, l'architecte du Palais Rose, eut rénové ses pièces de réception. Le grand salon était orné de panneaux représentant des plantes et des oiseaux exotiques inspirés de Jean-Baptiste Piment et de Paul-Élie Rançon. Dans la salle à manger, décorée dans un style Louis XVI or et blanc, figuraient des natures mortes de Jean-Baptiste Ourdry. Enfin, dans l'impressionnant vestibule, encadré par des battants à miroir, une jeune égyptienne en albâtre recueillait un bébé, Moïse, sauvé des eaux. Elle renvoyait une image de bonté juvénile aux quatre coins du hall. Chaque fois, pourtant, on était saisi par le décalage flagrant entre cette tendre compassion et la dureté des êtres qui habitaient ce lieu. La tendresse, ici, était prise dans le sceau de la pierre. Un escalier à révolution en marbre blanc courait sur 2 étages, une cathédrale à lui seul, dans ce décor qui inspirait le sacré. Marie-Pierre avait 15 ans, ce printemps 1940. Félicité, moi je trouvais en lisant votre livre, quand on dit, quand on relie avec le thème d'aujourd'hui, les romans au secours de la mémoire, je ne sais pas si c'est courage qu'il faut dire ou presque travail, on l'a vu, d'orfèvre, aussi bien dans l'écriture que dans la précision de la description de la période. Et finalement, les historiens s'y sont peu penchés sur cette période de l'occupation en France et à Paris. Et comme les cinéastes, avec la guerre du Vietnam aux États-Unis, ont su percer cet abcès, on se dit que c'est peut-être les auteurs qui vont aller nous dire ce qui s'est passé dans cette période dont on a encore, je dis on, peut-être je me trompe, un on global, un on français, honte, on n'entre pas dans les détails. Et vous avez le courage, en plongeant dans la vie de votre maman, puisqu'il c'est de votre maman qu'il s'agit, de nous montrer cette famille, cette bourgeoisie qui reste et qui fraye avec l'occupant. Oui, alors il y a eu quand même beaucoup d'historiens qui se sont penchés sur cette période. D'ailleurs, un des défis d'écrire un roman qui est aussi historique et aussi ancré dans la mémoire et dans la documentation, c'est de ne pas se faire déborder par l'histoire, parce que des archives, des correspondances, des journaux, l'historiographie actuelle, elle est tout le temps en train de bouger. Et vous parlez de courage. Moi, j'ai l'impression d'avoir été comme Elon Musk hier ou avant-hier, d'avoir fait partie une fusée. Et c'est vrai qu'en tout cas, ça demande vraiment la foi. Mais je ne sais pas si c'est une foi de charbonnier, mais il faut vraiment la foi et avoir envie de passer des centaines et des centaines d'heures à juste récupérer des informations, les romancer, restituer des atmosphères, parce que l'historien, c'est pas de l'information froide, mais c'est
par définition factuel. Alors que le romancier, c'est exactement l'opposé. C'est recréer des atmosphères, c'est évidemment pas analytique, c'est suggérer et c'est vous faire vivre ce que les personnages vivent. Mais il y a une chose qui m'a tellement frappée quand vous parlez de courage et de volonté, je pense que ces 3 livres sont vraiment représentatifs de ça, c'est qu'on est quand même plus de 75 ans après la guerre et il faut soulever des montagnes. Je trouve, personnellement, ça a été extrêmement impressionnant de voir la résistance de certains d'une société qui oublie. Malheureusement, la période de la guerre, de la collaboration, même de la Shoah, tout ça est en train de glisser dans l'oubli peu à peu. Donc il faut se battre. Et puis surtout, le déni. Parce que là, quand on parle de cette partie du livre qui se déroule à Paris dans un hôtel particulier sous l'occupation, on touche à quelque chose qui est très, très difficile à faire face. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ça reste toujours très difficile. Beaucoup de familles, beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions, et on le voit beaucoup dans le livre de Gaël, sont très heurtées. Je vois cette scène avec Willem et Erwin, d'Allemands qui disent « Mais comment ça, tu es en train d'entacher la réputation de la Wehrmacht ?» Et moi, j'ai fait face à ça sans arrêt. Donc on est pratiquement pas un siècle, mais quand même pas loin après ces événements, et il est toujours aussi difficile de parler et de faire, voilà, de poser, d'expliquer, de raconter et de sauver cette mémoire de l'oubli. Étienne de Montetis. Oui, je voudrais quand même dire qu'il y a du courage dans la démarche de Félicité, qui a la différence de Gaël et de moi. C'est personnel. C'est personnel, c'est familial. Donc c'est quand même une introspection familiale, personnelle, où on touche à des choses sensibles, douloureuses, surtout quand c'est sa famille en ligne directe. Mon personnage est d'origine familiale et j'ai choisi la fiction. J'ai choisi un nom d'emprunt et j'ai choisi de ne raconter qu'une partie de son histoire, qui est pourtant une histoire, je dirais, héroïque, dans laquelle il n'y a pas forcément une recherche douloureuse de la vérité, comme c'est le cas de la famille des Cossé-Brissac. J'ai eu besoin de cette liberté, mais je le reconnais aussi, que c'était probablement aussi un manque d'audace de ne pas aller beaucoup plus loin dans cette histoire familiale. Et le roman, moi, m'a permis de raconter ce que je voulais. Quand ça m'arrangeait, je m'arrêtais. Je n'avais pas de compte à rendre à la vérité, comme je le disais tout à l'heure, mais à la liberté romanesque. Dans la brève libération de Félicité, véritablement, il y a une plongée, un travail d'auscultation, d'enquête policière sans concession, ce qui en fait d'ailleurs le grand intérêt, c'est-à-dire qu'on voit tout d'une histoire, on comprend les personnages, il y a du beau monde, hein, il y a des écrivains, il y a des Paul Morand. Il y a des responsables politiques, des intellectuels, etc. C'est passionnant et ça permet une sorte de diagnostic sans concession quand même d'une époque qui est fait par la petite fille des intéressés. Et ça rend le livre, je trouve, extrêmement fort et d'une certaine manière beaucoup plus fort que le plus fort des romans. Félicité Herzog, vous vous êtes posé cette question, qui est une question personnelle, pardon peut-être de vous la poser, mais vous rappeliez à quel point cette période était douloureuse, que les familles concernées, c'était dur d'assumer ce qui s'était passé, voire occulté. Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, comme disait Étienne, je mets sur la place publique comment ma famille, en tout cas du côté maternel, si je ne me trompe pas, s'est positionnée pendant... Et on ne le cachons pas à l'époque. En fait, c'était pas une démarche délibérée parce qu'au début, j'étais sous pseudonyme. J'en avais fait des personnages fictifs. Et donc tout le livre était une fiction complète. J'avais pas du tout l'intention d'être en nom propre. Mais la difficulté, c'est que comme c'est une famille où il y a énormément de matière historique, de proximité avec Pierre Drieux-La Rochelle, avec Paul Morand, avec Emmanuel Berle, avec la fille de Pierre Laval, on mélange des personnages historiques qui sont tout à fait réels avec des personnages fictifs mais qui sont quand même très inspirés de la réalité. Et il y a quand même eu un moment
où il a fallu basculer vers le roman vrai, qui est quand même très, très romancé, mais où on suit pas à pas, qui est complètement documenté. Et ce qui est vraiment troublant, moi, ce qui m'a tellement troublée, c'est que franchement, j'ignorais 80% de ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que chemin faisant, ma mère m'a passé son journal, elle tenait un journal depuis l'âge de 15 ans, et puis j'ai été dans les archives, toutes les archives nationales, la préfecture de police de Paris, de la Défense, j'étais dans le Vercors, j'ai parlé à des témoins, j'ai eu accès à des inédits de Paul Morand, et soudain, j'ai pris conscience de l'échelle, de l'ampleur de l'antisémitisme dans ma propre famille. On m'avait toujours dit, ouais, c'est de la collaboration mondaine, circuler, il n'y a rien à voir, tout le monde a fait ça, tout le monde était antisémite avant la guerre, etc. Oh, on se prend un truc magistral, quoi. Je veux dire, et moi, dans ma vie civile, si j'ose dire, je ne suis pas écrivaine, je fais de la finance, donc c'est encore plus violent parce que on se rend compte, on se prend le vent de l'histoire, une sorte de tempête de mémoire et de vérité, et c'est là où on se dit, mais il faut absolument raconter. On n'a pas le choix, même si c'est dur, même s'il y a des gens avec qui on sera brouillé, même si on sera déshérité, c'est pas grave. Il faut y aller parce qu'on est les derniers témoins, d'une certaine manière. On connaît des gens qui ont connu cette histoire. Moi, j'ai très bien connu Lanzmann, très bien, dans une autre vie. Quand on a été proche de tous ces gens-là, on les a vus, on a une sorte de responsabilité morale. Après, il faut garder ça sous forme de roman. Ce sont ça n'est pas de l'histoire. C'est là où le roman, quand même, reste très puissant parce il vous emporte et puis il vous emmène là où un récit historique est plus limité à un autre objet. Alors, merci Félicité pour votre réponse et pour cette honnêteté et cette spontanéité. On va plonger avec Olivier Martineau dans une autre tempête, une tempête de douceur, une tempête de la douceur. J'ai rencontré May Decaux à 16 000 km de Paris. C'était à la 23e World Rose Convention à Constantia, Australie. J'ignorais jusqu'alors l'existence de ce genre d'événement, des journées de la rose. Pour dire la vérité, je voyais le jardinage comme une occupation de paisibles retraités, et le temps n'est pas venu où je quitterai la rédaction. Est-ce que moi aussi je m'adonnerai à la taille biannuelle sécateur à la main ? Il faut couper les bois morts et tailler à 3 yeux, m'explique doctement mon voisin, qui possède une maison dans l'Oise où il se rend tous les week-ends, à 1 cm du 3e, en biseau pour éviter que l'eau stagne sur le rameau. Je l'écoute comme j'écouterais un mécanicien m'expliquer le démontage d'un joint de culasse dans un moteur, avec une attention qui cache mal une parfaite perplexité. Des journées de la rose ? Ce sera toujours mieux qu'un salon de la voyance. Et plus original qu'une exposition de voitures anciennes. Et puis, c'est à l'autre bout du monde, Constantia, une ville exceptionnelle, si l'on en croit les guides. Cette seule perspective suffit à mon bonheur. Je suis dans l'avion, 21 heures de vol, lampe tamisée, je somnole. 55 ans, journaliste depuis 30 ans, dont 25 dans les services art de vivre de magazines haut de gamme. Mon CV est simple, amateur de beau, de lumière éclatante et de littérature. Esthète, futile, égotiste ? Ceux qui ne m'aiment pas le disent. Je crois pouvoir rétorquer que c'est un jugement très incomplet. Je profite des plaisirs que mon métier m'offre. Au nom de quoi les bouderais-je ? Enfant, j'ai connu la mélancolie des paquebots dont parle Flaubert, sinon l'étourdissement des paysages et des ruines, en accompagnant mon père qui avait une passion pour les croisières. Une fois par an, il foulait la coupée d'un immense bateau et embarquait pour 2 semaines, direction Venise, Rhodes ou Éphèse. Si les vacances scolaires s'y prêtaient, il m'emmenait avec lui. Nous voyagions tous les deux depuis le divorce de mes parents.
Je me souviens que sitôt à bord, mon père quittait son costume gris pour des tenues claires, indissociables à ses yeux des séjours en Méditerranée. Je me souviens aussi des descentes à terre, d'endroits que je redécouvrirai adulte, mais qui, du fait de mon jeune âge, me paraissaient un ensemble uniforme de pierres, des chapelles, des colonnes, des ruines. Je revois des visages de femmes qu'il retrouvait, ou dont il faisait la connaissance à bord. Il parlait beaucoup, riait, et elle riait avec lui. Pour que je ne m'ennuie pas, et surtout afin de m'occuper le soir tandis qu'il tenait compagnie à la dame du moment, mon père me pourvoyait en livres, probablement inquiet que la lecture ne soit pas suffisante le temps de la croisière. Il les choisissait moins en fonction de leur sujet ou de leur auteur que de leur volume. J'ai abordé la littérature par son poids. Après avoir quitté mon père au terme d'une histoire qui, je crois, n'avait guère duré plus d'1 an, le temps de me concevoir, de se quereller et de se séparer, ma mère s'était remariée et vivait aux États-Unis. Je ne la voyais guère et il m'a toujours semblé que nous ne nous manquions pas. Elle était pour moi un être lointain, qu'un lien mystérieux m'obligeait à rencontrer de temps à autre. Qu'étais-je dans sa vie? Un hasard? Un accident? Le souvenir encombrant d'une liaison qui n'aurait pas dû laisser de traces dans l'histoire du monde, puisqu'elle n'avait pas été heureuse? Au fond, mon seul port d'attache fut le pensionnat où mes parents m'avaient inscrit. Une grande maison de briques rouges nichée dans le Vexin où j'ai passé 10 ans. Le dortoir, l'armoire métallique dans laquelle je rangeais mes vêtements, mes livres, mes objets familiers, les prêtres qui assuraient les cours, furent les points fixes de mon enfance. À chaque rentrée, je savais que je les retrouverais, invariablement. Ce fut ma seule certitude durant ces années. Comment en aurais-je eu d'autres? Un souvenir me vient, indissociable du printemps. C'est le premier jour des vacances. Il fera beau pour la quinzaine. Les oiseaux le chantent. Sitôt le déjeuner avalé, des élèves sont montés dans le car de l'école qui les conduit à la gare. Le reste a attendu ses parents. Rituellement, a commencé le balai des voitures qui surgissent dans l'allée, suivi du grand élan des retrouvailles et des effusions. J'ai patienté tout l'après-midi sans voir apparaître mon père. Un courrier que je tiens serré dans ma main me l'affirme. Il va venir me chercher. Le soir approchant, il me faut l'accepter, il ne viendra pas. Le directeur embarrassé m'explique qu'il a eu un contretemps. Je ne sais pas très bien ce qu'est un contretemps. Sur la nature de celui-ci, je n'ai jamais eu aucune explication. Mon père est passé me prendre le lendemain et je conserverai longtemps l'idée que l'existence se résume à un sentiment déplaisant de flottement, au milieu de quoi les adultes ne peuvent m'être d'aucun secours. De retour à l'internat, mes camarades de classe me racontaient leurs vacances dans le Bourbonnais, les Alpes ou en Bretagne. Ils évoquaient des fratries, des tablées bruyantes, des randonnées à vélo, des descentes à ski, que je comparais aux heures que j'avais passées seul sur le pont d'un bateau à regarder la morne ligne de l'horizon sur la mer, plongé dans un livre en attendant l'heure du dîner. Comment les aurais-je vantés, les charmes du Caire ou de Syracuse, puisque je ne les avais pas éprouvés? Une année, mon père ne m'emmena pas à l'aéroport pour rejoindre le quai d'un paquebot en partance. Où va-t-on? Visiter la famille. Que c'est beau. Merci Olivier, merci Raphaël de nous avoir embarqués comme ça. On vous écouterait toute la journée. C'est bien aussi de lire en écoutant. Étienne de Montetis, on a dit beaucoup de choses déjà, en tout cas vous les auteurs, vous nous avez dit beaucoup de choses. Peut-être ce qui est différent, mais vous allez me le dire, monsieur, par rapport au récit de vos co-auteurs, non, de vos collègues, c'est que le journaliste, puisqu'il n'a pas de nom, et sa co-enquêtrice, Barbara, ils doivent pousser quand même un peu à la recherche de cette mémoire qu'on ne veut pas forcément partager. Parce que vous parliez tout à l'heure, Madame de la Gardienne, non pas de Ravensbrück, mais de... Oui, peut-être, de Ravensbrück. Là, c'est Ravensbrück aussi. Et May, correspondance de prénom, il faut aller la chercher pour qu'elle rouvre cette blessure. Oui, en effet. Pour un peu relier à notre thème les premières pages du roman, mon personnage est un journaliste qui prend la vie du bon côté. Il a un métier qui lui permet de voyager, d'aller dans les beaux endroits,
Pas de lien avec la réalité connue. Et voilà, il a une vie facile, il s'en accommode pour des tas de raisons qu'on suggère au début. Et puis, à l'autre bout du monde, en Australie, il va rencontrer une femme qui préside cette convention des roses. Et par un certain nombre d'indices, il va comprendre que cette femme, je ne dirais pas porte un secret, mais est d'une certaine façon plus intéressante qu'une simple présidente d'une convention des roses. Et il découvre assez vite qu'elle a partie liée avec la déportation, que c'est une femme qui est rentrée de Ravensbrück 40 ans plus tôt. Et en réalité, la rencontre avec cette femme va le lester, va donner du poids, un peu comme une encre. Comme une quille, oui, ou d'un bateau. C'est-à-dire tout d'un coup, cet homme qui prend la vie comme elle vient et avec ses plaisirs va tout d'un coup comprendre que la vie peut être grave, avoir un sens, que la vie est parfois un combat. Et il va donc s'intéresser passionnément, je crois, à cette femme qui est la génération d'après lui. Et il va embarquer dans cette quête une journaliste qui était dans le voyage de presse en Australie, qui est allemande. Et donc va s'établir une sorte de circulation entre ces personnages, deux journalistes, un homme, une femme, un Français, une Allemande, et puis May, qui est cette déportée. Eux, leur métier, c'est de faire parler les gens, et elle ne le souhaite pas, ou du moins ne l'a jamais souhaité. J'en viens à votre question. Alors pourquoi ? Ça, c'est le mystère de chacun, mais beaucoup de déportés en ont témoigné, beaucoup de livres en ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre ? La vie a repris son cours. La société a voulu oublier. Félicité parlait tout à l'heure de ces phrases un peu rapides. Tout le monde a fait ça. On a vécu comme on a pu, etc. Commencer ce travail de vérité et de mémoire par rapport à ce qui avait été vécu, et notamment par rapport à la Shoah, ça a été une opération qui a pris 30 ou 35 ans. Et pendant des années, ce point-là n'a pas été abordé particulièrement. Ce qui est étonnant, c'est que personne ne voulait ou ne pouvait l'aborder en réalité. On voulait que la vie reprenne. On voulait que... Et la vie reprenait d'ailleurs, la paix reprenait, la prospérité, la reconstruction. Du côté des victimes, il y avait aussi cette idée que on était revenu dans son foyer, dans sa famille, que la vie avait repris, qu'on n'avait pas le droit de se plaindre aussi. Il y avait une génération de gens qui avaient souffert et qui pensaient, d'ailleurs de manière assez noble, que tout le monde avait souffert. Ceux qui avaient été prisonniers, ceux qui avaient été dans des camps de concentration, et puis ceux qui avaient été dans des camps d'extermination. Et la spécificité de Ravensbrück, en l'occurrence, n'est pas apparue immédiatement. Donc il y a eu une sorte de, je dirais, non pas d'accord, mais de situation tacitement acceptée qu'on ne parlait pas. Et mon personnage, je l'ai rencontré chez d'autres, comme je suis journaliste, j'ai rencontré d'autres gens peu ou prou dans les mêmes situations, n'était pas véritablement enclin à parler. Et pourtant, en eux, il y avait quelque chose qu'ils demandaient. Donc il y avait une tension qui était de témoigner. On a parlé des témoins qui s'éloignent, qui disparaissent. Donc à partir d'un certain moment, et ça s'est vu notamment dans les librairies, on a vu beaucoup de livres de témoins, comme si ça venait à point, mais aussi avec cette idée que pour ces témoins de la guerre, de la déportation, sans eux, la mémoire s'estomperait très vite et que ce serait probablement assez grave que ça disparaisse et qu'il fallait parler. Et puis aussi une libération. Ça, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychanalyste, mais à un moment donné, les choses viennent à point pour être dites dans un certain contexte. Et j'ai le souvenir d'un ami qui était un rescapé de Buchenwald, qui avait une vie avec des problèmes de santé énormes, liés probablement à ça, à ce qu'il avait vécu. Et je me souviens très bien, il était en meilleure forme à 80 ans qu'à 50. Ce travail de libération l'avait physiquement libéré, l'avait restauré en quelque restauré. sorte, ouais. Et donc, il y avait évidemment ce travail de témoin, ce travail de mémoire magnifique qui lui avait permis de rencontrer ses lecteurs, de rencontrer des écoles, enfin de faire ce travail qui justifie toute une vie. Et puis, mystérieusement, le corps lui pardonnait enfin tout ça et il allait de mieux en mieux. Et on voit encore maintenant des personnalités quasiment centenaires. Je pense à Ginette Kolinka ou Marceline Loridan Evans, tant et tant d'autres. Je connais pas très loin de chez moi une femme qui doit approcher les 100 ans, qui est aussi une ancienne de Ravensbrück. Et je crois que le témoignage et l'énergie que ça demande,
les maintient en vie. Et ça n'a rien à voir avec l'horreur qu'ils ont vécue il y a 80 ans. Il y a une énergie vitale qui a été la leur pour se battre, et maintenant la même énergie, elle est mise au service du témoignage. Tout à l'heure, j'ai accroché sur le prénom, mais il y a une May ici, il y a une May là, il y a l'enquête en Allemagne, il y a une journaliste allemande. Alors évidemment, on parle de cette période, mais peut-être rapidement, Gaëlle, est-ce que vous avez été, quand on travaille sur la mémoire et sur la mémoire de cette période-là, dans les 3 textes, comme un peu magiquement, il y a des choses, des résonances. Il y a des résonances. Et des réponses. Des résonances et des correspondances. Ouais. J'ai l'impression que la transmission est au cœur des 3 livres. La transmission comme un passage de flambeau. Et dans cette transmission, il y a évidemment, d'une certaine manière, l'horreur de la guerre. Et pardon, je vous interromps, mais votre personnage, c'est ça qui fait physiquement la transmission. Parce qu'elle va enquêter. Elle fait le lien. Elle fait le lien. Et les objets qu'on retrouve dans ce centre, le but, souvent, c'est d'aller les porter à leurs descendants. Et pour dire, regarde ce que j'ai gardé, regarde ce que j'ai retrouvé. Et c'est une transmission physique. On fait le voyage et on transmet un objet qui porte une histoire. Oui, parce que l'objet, il est... Souvent, ce sont des morts sans corps. C'est des gens qui ont disparu dans les camps. On ne sait même pas forcément où ils sont morts, comment, etc. Un objet, et surtout ces objets-là, parce que c'est des objets très modestes, c'est des objets du quotidien. C'est d'autant plus émouvant. Et voilà, ils sont très, très émouvants. Moi, j'en ai créé pour mon roman et j'ai vu les vrais. Et dans les 2 cas, il y a une émotion très forte, en fait, parce que c'est ce qu'ils amènent avec eux, c'est la personne. En fait, la personne qui avait disparu revient dans la vie des vivants à travers cet objet. Et elle revient pas seulement avec sa mort et tout ce qu'il peut y avoir de douloureux autour de cette persécution et de la mort, elle revient aussi avec tout ce qu'il y avait dans sa vie et tout ce qu'on peut recevoir de lumière, d'amour, de courage. Moi, j'ai l'impression que dans mon roman, qui ne pouvait pas non plus éluder la guerre, et parce que ça aurait été malhonnête d'une certaine manière. Alors, il ne faut pas en parler, mais on est bien obligé de parler aussi de ce qui a bousillé ces gens. Mais moi, j'ai l'impression que il n'y a jamais eu autant d'amour dans un de mes livres. Parce que ils sont comme tout ça transpire aussi. Et justement, c'est là que c'est important de se relier. Et c'est là que c'est important d'avoir des gens qui sont capables de vous transmettre les dernières traces existantes. Et parce qu'ils ne transmettent pas que les traces, ils transmettent tout ce qu'ils ont retrouvé aussi de l'histoire de la personne. Et donc... moi, mon personnage principal, Irène, je la vois vraiment comme une raccommodeuse. Je trouve qu'elle vient raccommoder des fils dans une histoire familiale dévastée. Voilà. Elle raccommode des fils. Elle ne peut pas tout réparer, mais elle apporte avec elle cette petite réparation-là. Et je l'ai appelée Irène parce que ça veut dire la paix. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile d'apporter la paix, de faire la paix avec cette histoire-là, mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose de doux qu'elle amène avec elle. Alors, il nous reste quelques minutes, parce que malheureusement, on est minuté, pour un mot d'Étienne et un mot de Félicité. Elle parlait, Gaëlle, d'amour, la douceur, mais la rose du camp, tellement beau. Oui, c'est pour moi la réponse à l'horreur. Je ne voulais pas m'arrêter à la mémoire douloureuse, effroyable qu'avait pu représenter la déportation. Et d'ailleurs, je suis très touché par ce que vous dites sur les objets, Gaëlle, parce que en déportation, il y avait des objets, les déportés étaient dépouillés, mais certains gardaient, il y avait un petit marché où on récupérait des objets, et ces objets étaient des signes de résistance et des signes de douceur. Et à Ravensbrück, qui était un monde féminin, on se faisait des petits cadeaux. Et pour moi, ça a été un signe incroyable de résistance. Par exemple, une femme qui se mettait du rouge à lèvres, c'était une manière de résister à cette grisaille épouvantable et de négation de l'humanité et de la féminité.
Et puis c'était aussi la douceur, des petites attentions qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que regarder cette horreur à travers les objets a quelque chose de très vivant et de très intéressant sur le plan littéraire. Et donc j'ai voulu effectivement surpasser toute cette histoire terrible par un message de vie en quelque sorte, avec la rose qui est une fleur magnifique. Je pourrais en parler la deuxième heure après cette conférence, mais je crois que c'est pas prévu. Qui est vraiment le signe de la vie retrouvée. D'ailleurs, la première rose à avoir été, comment dirais-je, récompensée, couronnée après la guerre, s'appelait Peace. Donc on a vraiment voulu en faire un objet de paix et de réconciliation entre les peuples. Et féliciter, alors je vais énoncer un cliché, mais derrière tout ce malheur, derrière toute cette vigilance que vous avez exercée, que vous exercez dans votre roman, comme dans les plus jolis films, l'amour triomphe à la fin. Vous prenez les mots du livre et de ma bouche, parce que c'est vraiment l'amour l'emporte sur le reste, et c'est une démonstration, mais alors éclatante, de ce que l'amour peut se moquer de tous les préjugés les plus bêtes, les plus criminels, et ça emporte tout sur son passage, et c'est pour ça que cette histoire a été tellement extraordinaire. Votre histoire, on le rappelle. Qui est l'histoire donc de ma mère, une histoire d'amour impossible, et si ils y arrivent, et franchement, quand je me mets à leur place, je me dis waouh, ils ont été quand même d'un courage absolument, d'une indépendance d'esprit, d'une liberté extraordinaire, et comme on a souvent à 20-25 ans, mais oui, l'amour, c'est le mot de la fin, naturellement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous qui nous avez portés aussi en nous écoutant aussi intensément. Et évidemment, courez dans les pages du Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan, de La douceur d'Étienne de Montetis et de La brève libération de Félicité Herzog. Merci d'avoir partagé ce moment et vos récits. Et merci à nos lecteurs, aux comédiens qui nous ont fait plonger dans l'histoire.